J'avais 24 ans, et je me tenais dans le bureau en acajou de mon père. C'est là que j'ai réalisé que la valeur d'une fille pouvait se calculer en dollars. 3 millions pour être exact. C'était la dette que ma famille devait au syndicat Costa. Et alors que je me tenais là, tremblante dans ce corps que ma mère avait toujours jugé trop gros pour être aimé, mon père a échangé ma vie contre ses registres de compte. Je pensais entrer dans un abattoir. Je ne m'attendais pas à ce que le diable m'offre un trône. J'ai toujours su que j'étais la tache sur le portrait de la famille Miller. Mon père, Thomas Miller, était un homme qui avait bâti toute son existence sur les apparences. C'était un éminent promoteur immobilier dans le Connecticut. Un homme qui côtoyait des gens comme l'avocat Charles Kensington et le sénateur Gregory Langdon. Il exigeait la perfection de tout ce qui l'entourait. Ses pelouses impeccablement entretenues, ses voitures de sport italiennes importées. Sa femme, Cynthia, mince comme un fil et arriviste, et son fils prodige, mon frère Gregory. Et puis il y avait moi, Sadie. J'étais grosse. C'était le mot que ma mère utilisait dans des murmures gênés et étouffés lors des dîners au country club. Et c'était le mot que mon père criait quand il avait bu 3 verres de scotch. Pendant que mon frère était exhibé comme l'héritier de l'Empire Miller, j'étais la fille lourde et silencieuse, exclue des cartes de vœux. J'ai passé ma vie à effacer ma personnalité pour compenser l'espace que mon corps occupait. Je me cachais dans des pulls trop grands. Je me plongeais dans les livres de comptabilité et le droit des affaires. J'essayais de me rendre utile, puisque je ne pourrais jamais être belle selon leurs critères rigides et impitoyables. Mais l'utilité ne signifie rien quand l'empire d'un homme est bâti sur de la pourriture. L'effondrement de l'entreprise de mon père a été soudain, mais les signes étaient là. J'avais vu les anomalies dans les registres. Je connaissais le projet de développement raté dans le centre de Boston. Une entreprise qui avait discrètement englouti des millions. Ce que j'ignorais, c'était à qui mon père avait emprunté pour maintenir son navire à flot. Je ne savais pas que lorsque les banques l'avaient rejeté, il s'était tourné vers les loups. C'était un mardi soir de novembre torrentiel, quand les loups sont venus réclamer leur dû. La tempête s'abattait violemment contre les fenêtres de notre domaine de Greenwich. J'étais dans la bibliothèque, essayant d'équilibrer les rapports trimestriels désastreux. C'est alors que les lourdes portes d'entrée en chaîne se sont ouvertes à la volée. Personne n'a frappé poliment. Des bruits de bottes lourdes ont résonné dans le hall en marbre. Je me suis glissé dans le couloir, juste à temps pour voir 3 hommes en costume sombre, sur mesure, entrer dans le bureau de mon père. À leur tête se trouvait un homme dont la réputation était une histoire de fantôme murmurée parmi l'élite corrompue de la côte Est, Roman Costa. Il était d'une beauté dangereuse, dégageant une autorité froide et suffocante qui semblait faire chuter la température de la pièce. Il ne criait pas. Il n'en avait pas besoin. La menace silencieuse dans ses yeux sombres suffisait à faire de mon père un homme qui d'habitude dominait chaque pièce où il entrait, une coquille pathétique et tremblante derrière son coûteux bureau en acajou. Je suis resté figé sur le seuil, mon cœur martelant mes côtes. J'étais incapable de détourner le regard alors que Roman sortait un document plié de la poche de sa veste et le jetait sur le bureau. 3,4 millions, Thomas, dit Roman. Sa voix était un grondement sourd, douce, mais chargée d'une intention mortelle. Le délai de grâce a expiré à minuit. Je ne suis pas une banque. Je n'offre pas de prolongation. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Il a bégayé, ses mains tremblantes agrippant le bord de son bureau. Roman, s'il vous plaît. L'affaire Langdon va se conclure le mois prochain. J'ai juste besoin de 30 jours. Je peux vous donner les voitures, le bateau. Je ne veux pas de vos jouets, l'interrompit Roman en s'approchant. Les 2 associés derrière lui ont bougé, leurs mains posées nonchalamment à l'intérieur de leur veste. Vous avez mis votre vie en jeu pour mon argent, Thomas. Je suis ici pour l'encaisser. La panique, brute et sans filtre, a tordu les traits de mon père. Il a regardé frénétiquement autour de la pièce, comme un rat acculé cherchant une grille pour s'échapper. Et puis, ses yeux affolés se sont posés sur moi, paralysés sur le seuil. J'ai vu le moment exact où son instinct paternel, le peu qui existait, s'est évaporé, entièrement remplacé par la lâcheté. « Prenez-la », a lâché mon père en me pointant d'un doigt tremblant. Le silence qui a suivi était assourdissant. La tempête dehors semblait s'être arrêtée. Roman a lentement tourné la tête, son regard sombre et calculateur se fixant sur moi. J'ai arrêté de respirer. Je suis resté là, dans mon cardigan ample, mes cuisses fortes se pressant l'une contre l'autre.
Mon visage rougissait d'un mélange d'humiliation profonde et de terreur absolue. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» demanda Roman, sa voix baissant d'un octave. « Sadie !» s'est empressé de dire mon père, ses mots se bousculant dans son désespoir. « Ma fille, prenez-la comme garantie. Mettez-la au travail. Elle est intelligente. Elle connaît la comptabilité. Elle peut faire le ménage. Elle peut être une garantie jusqu'à ce que j'ai l'argent. Prenez-la juste à ma place. » Des larmes ont piqué mes yeux, brouillant ma vision. Mon propre père. Il jetait sa fille grosse et inutile à un syndicat mafieux pour sauver sa propre peau. Il se fichait qu'il me batte, me vende ou me laisse dans un fossé. Pour lui, je servais enfin à quelque chose. J'étais un bouclier humain. Je m'attendais à ce que Roman rie. Je m'attendais à ce qu'il regarde ma taille épaisse, ma mâchoire douce, mes yeux terrifiés, et qu'il dise à mon père que sa garantie ne valait rien, que personne ne voudrait d'une fille grosse et tremblante. Au lieu de cela, Roman a fait un pas lent et délibéré vers moi. Sa silhouette imposante a bloqué la lumière du lustre du couloir. J'ai fermé les yeux très fort, me préparant au jugement sévère, au rejet cruel qui mènerait inévitablement à la chute de mon père et à ma propre ruine. Mais l'insulte n'est jamais venue. « Fais un sac », ordonna Roman, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Tu as 5 minutes. » Le trajet dans l'obscurité était un cauchemar suffocant. J'étais assise à l'arrière du VUS aux vitres teintées, les genoux serrés, les mains agrippées aux poignets d'un petit sac de sport qui contenait toute ma vie. Roman était assis à côté de moi, complètement immobile, enveloppé dans l'ombre. Il n'avait pas dit un seul mot depuis que nous avions laissé mon père pleurer dans son bureau. Mon esprit s'emballait, imaginant des scénarios horribles. J'avais lu les nouvelles. Je savais ce que des hommes comme Roman Costa faisaient aux gens qui leur devaient de l'argent. Je supposais qu'on m'emmenait dans un entrepôt, un conteneur, un endroit froid et humide, où je serais puni pour les péchés d'un père qui ne m'avait même jamais aimé. Chaque fois que la voiture heurtait une bosse, une nouvelle vague de panique me submergeait, envoyant un violent tremblement à travers mon corps lourd. J'essayais de me faire la plus petite possible, me pressant contre la vitre froide de la fenêtre. J'étais terrifié à l'idée que si mon bras effleurait accidentellement son costume en laine coûteux, il me frapperait. Au lieu de cela, le VUS a quitté l'autoroute déserte et a commencé à gravir une route escarpée et boisée. La pluie se calmait, révélant les imposantes grilles en fer d'un immense domaine caché dans les montagnes Catskill. Les grilles se sont ouvertes silencieusement, et nous avons remonté une longue allée bordée de grands pins, pour finalement nous arrêter devant un immense manoir moderne en pierre. Un des hommes de Roman, un homme stoïque et large d'épaules que j'apprendrai plus tard à connaître sous le nom de Samuel, a ouvert la portière. Je suis sorti maladroitement, mes jambes raides et tremblantes, manquant de trébucher sur mes propres pieds. J'ai attendu dans l'air humide et glacial que Roman me traîne par les cheveux vers une porte de sous-sol. Mais Roman a simplement ajusté ses manchettes, est passé devant moi et a dit « Suivez-moi, Sadie ». J'ai dégluti difficilement, serrant mon sac contre ma poitrine comme un bouclier, et je l'ai suivi à travers les massives portes d'entrée en chêne. L'intérieur de la maison était à couper le souffle. Tout en bois sombre, avec de grandes baies vitrées donnant sur la vallée, et des tons sourds et coûteux. Ça ne ressemblait pas à une chambre de torture. Ça ressemblait à un chef-d'œuvre architectural. Une femme plus âgée, avec des yeux vifs et des cheveux gris parfaitement coiffés, attendait dans le hall. « Madame Gable », dit Roman, en s'arrêtant pour enlever son manteau. « Voici Sadie. Montrez-lui la suite d'invités de l'Isle-Est. Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin. » Je me suis figé. Une suite d'invités? Madame Gable a hoché la tête, m'adressant un sourire poli et complètement neutre. « Bien sûr, Monsieur Costa. Par ici, Mademoiselle Sadie. » J'ai regardé Roman d'un air égaré, la confusion l'emportant momentanément sur ma terreur. « Je ne comprends pas, » ai-je balbutié, ma voix à peine un murmure rauque. « Vous n'allez pas m'enfermer? Me mettre au travail ?» Roman s'est arrêté. Il s'est retourné lentement, ses yeux sombres et perçants se fixant sur les miens. Pendant un instant, le dangereux chef mafieux a semblé s'effacer, remplacé par un homme observant une énigme. Il a fait quelques pas vers moi, réduisant la distance entre nous, jusqu'à ce que je doive lever la tête pour croiser son regard. Je me suis instinctivement préparé, attendant que la dure réalité de ma situation s'abatte sur moi. J'ai attendu qu'il se moque de mon menton doux, de mes hanches larges,
du désastre absolu qu'était la femme que mon père avait échangée. « Vous n'êtes pas une prisonnière dans ma maison, Sadie !» dit Roman calmement, son ton absolu. « Et vous n'êtes certainement pas une femme de chambre. Vous êtes une garantie, ce qui signifie que vous êtes sous ma protection jusqu'à ce que la dette de votre père soit réglée. » Il a soutenu mon regard une seconde de plus, une intensité étrange et indéchiffrable brûlant dans ses yeux, avant de tourner les talons et de disparaître dans un long couloir faiblement éclairé. Je suis resté là, complètement désemparé. Madame Gable m'a conduite en haut d'un grand escalier et le long d'un couloir au tapis moelleux pour finalement ouvrir une double porte. La pièce dans laquelle elle m'a fait entrer était plus grande que l'appartement où j'avais vécu pendant mes études. Elle comprenait un immense lit king-size drapé de draps épais et luxueux, une cheminée et des portes-fenêtres donnant sur un balcon privé. La salle de bain attenante était une caverne de marbre blanc, avec une profonde baignoire. Il y a des serviettes propres dans le placard, et j'ai pris la liberté de garnir la penderie de quelques produits de première nécessité, a dit Madame Gable d'un ton suave. Si vous avez faim, la cuisine est toujours ouverte. Monsieur Costa préfère une maison calme, mais vous êtes libre de vous promener aux étages principaux. Merci, ai-je réussi à murmurer, m'accrochant toujours fermement à mon sac de sport. Quand la porte s'est refermée derrière elle, mes jambes ont finalement lâché. Je me suis effondré sur le bord du matelas incroyablement doux, j'ai enfoui mon visage dans mes mains et j'ai sangloté. J'ai pleuré la trahison de mon père. J'ai pleuré ma propre impuissance pathétique, mais surtout, j'ai pleuré parce que le terrifiant chef mafieux, qui venait de me prendre ma vie, me traitait avec plus de dignité humaine que ma propre famille ne l'avait jamais fait. 1 heure plus tard, après avoir pleuré toutes les larmes de mon corps, je me suis forcé à bouger. J'ai enlevé mes vêtements amples et humides et je suis entré dans la douche en marbre, laissant l'eau brûlante laver la sueur froide de la soirée. Quand je suis sorti, enveloppé dans un peignoir moelleux qui avalait entièrement ma grande silhouette, on a frappé doucement à la porte de ma chambre. J'ai resserré la ceinture du peignoir, mon pouls s'accélérant de nouveau. Entrez. La porte s'est ouverte et Roman est entré. Il avait enlevé sa veste de costume et sa cravate. Les 2 premiers boutons de sa chemise sombre étaient défaits, révélant le léger contour d'un tatouage sombre sur sa clavicule. Dans une main, il tenait une tasse fumante et dans l'autre, une petite assiette de pâtisserie chaude. Il ne m'a pas regardé avec dégoût. Il n'a pas regardé mes cheveux mouillés ou mon visage sans maquillage avec le dédain que j'étais si habitué à recevoir des hommes. Il s'est approché, a posé la nourriture sur la petite table près de la cheminée et m'a regardé. « Vous n'avez pas mangé », a-t-il simplement noté. « Je n'ai pas faim », ai-je menti, bien que mon estomac se torde pratiquement à l'odeur de la nourriture. J'ai croisé les bras sur ma poitrine pour me défendre, essayant de cacher mes courbes sous le tissu éponge épais. « Pourquoi faites-vous ça? Que voulez-vous vraiment de moi ?» Roman s'est approché. L'air dans la pièce est soudainement devenu incroyablement lourd. « Je veux que vous mangiez, Sadie, » a-t-il dit, sa voix tombant dans un registre qui a envoyé un frisson involontaire le long de ma colonne vertébrale. « Et ensuite, je veux que vous dormiez. Demain, nous aurons une très longue conversation sur les registres de votre père, parce que Thomas Miller ne m'a pas seulement volé. Il vous a volé vous aussi. Et je vais vous aider à tout reprendre. » Le soleil du matin filtrait à travers les rideaux transparents de la suite de l'aile est, projetant de longues ombres dorées sur le parquet impeccable. Je me suis réveillé en sursaut, mon cœur se lançant immédiatement dans un rythme effréné, alors que les souvenirs de la nuit précédente s'abattaient sur moi. Je n'étais pas dans ma chambre exiguë et sombre du domaine de mes parents à Greenwich. J'étais dans la forteresse montagnarde de Roman Costa, un homme qui dirigeait l'un des syndicats les plus redoutés de la côte Est. J'ai traîné mon corps lourd hors du lit luxueux, mes pieds nus s'enfonçant dans l'épais tapis de laine. Madame Gable n'avait pas menti à propos du placard. Quand j'ai fait glisser les portes en miroir, m'attendant à ne rien trouver, j'ai été accueilli par une rangée de vêtements haut de gamme. Mais ce qui m'a coupé le souffle, ce n'étaient pas les étiquettes de créateurs, c'étaient les tailles. Il y avait des pulls en cachemire de Max Mara, des pantalons sur mesure de Marina Rinaldi et des chemisiers en soie douce, tous exactement à mes mesures de grande taille. Toute ma vie, ma mère m'avait forcé à porter des vêtements sombres et informes, insistant sur le fait que mon objectif devait être l'invisibilité. Ici,
Un chef mafieux avait réussi à se procurer une garde-robe conçue pour donner à une femme de ma taille une allure puissante. Je me suis habillé rapidement, choisissant un pantalon large bleu marine et un chemisier crème doux qui tombait parfaitement sur mon ventre et mes hanches larges. J'avais l'impression d'être une imposture en portant des vêtements aussi beaux, mais j'avais besoin de toute l'armure que je pouvais trouver. Quand j'ai finalement navigué dans les couloirs tentaculaires jusqu'à l'étage principal, j'ai trouvé Roman qui m'attendait dans un immense bureau. Il ressemblait moins à l'antre d'un gangster qu'à la suite de direction de JP Morgan. Les murs étaient tapissés d'imposantes bibliothèques, et au centre se trouvait un bureau en verre moderne et épuré, flanqué de 3 écrans d'ordinateurs lumineux affichant des modèles financiers complexes. Roman était au téléphone quand j'ai hésité sur le seuil. Il portait un costume anthracite impeccable, ses larges épaules commandant facilement le vaste espace. Il a croisé mon regard, a marmonné un ordre bref et sec en italien, et a mis fin à l'appel. « Asseyez-vous, Sadie », a-t-il ordonné, en désignant un fauteuil en cuir moelleux en face de son bureau. Je me suis approché, mes cuisses se frôlant, hyper consciente de l'espace que j'occupais dans l'élégant fauteuil. J'ai joint mes mains fermement sur mes genoux, me préparant. Vous avez mentionné les registres de mon père hier soir. Vous avez dit qu'il m'avait volé. Roman n'a pas mâché ses mots. Il a ouvert un tiroir de son bureau et en a sorti un épais dossier relié en cuir, le jetant sur la surface en verre entre nous. Votre père, Thomas, est un homme désespéré, commença Roman, ses yeux sombres se fixant sur les miens avec une intensité qui fit battre mon pouls. Quand les banques traditionnelles comme Chase Manhattan et Wells Fargo ont cessé de lui prêter il y a 3 ans, il est venu voir mon organisation. Nous lui avons avancé le capital pour son développement commercial à Boston. Mais Thomas n'est pas seulement un mauvais homme d'affaires, Sadie. C'est un lâche. Roman a poussé le dossier vers moi. Ouvrez-le. Mes mains tremblaient en ouvrant la couverture. À l'intérieur se trouvaient des copies de relevés bancaires, de documents de constitution de société et de déclarations fiscales. En tant que comptable, les chiffres m'ont immédiatement parlé. J'ai parcouru la première page, mes yeux suivant le flux de capitaux d'une société écran du Delaware vers un compte offshore aux îles Caïmans. Puis j'ai vu la signature sur les documents de constitution. Mon souffle s'est coupé. C'est mon nom, Sadie Miller. Continuez à lire, dit Roman calmement, en se penchant en arrière dans son fauteuil. La panique a gonflé dans ma poitrine, alors que je tournais page après page. Il y avait 3 sociétés à responsabilité limitée différentes, toutes enregistrées à mon nom. Des millions de dollars de dettes toxiques, de prêts frauduleux et d'impôts impayés étaient directement liés à mon numéro de sécurité sociale. Pendant que mon père exhibait mon frère Gregory comme l'héritier en or de l'Empire Miller, il avait secrètement utilisé mon identité pour absorber les retombées toxiques de son entreprise en faillite. Il a fait de vous la garante, expliqua Roman, sa voix dangereusement basse. Si le gouvernement fédéral avait un jour audité le patrimoine des Miller, Thomas et votre frère s'en seraient sortis complètement indemnes. Vous, par contre, auriez fait face à des décennies de prison fédérale pour fraude électronique, évasion fiscale et détournement de fonds. Votre famille vous a piégé pour que vous portiez le chapeau de leur empire. Des larmes ont brouillé ma vision, chaudes et piquantes. Mon estomac s'est noué dans un cocktail écœurant de trahison et de chagrin profond. J'avais toujours su qu'il ne m'aimait pas. Je savais que j'étais une déception parce que j'étais grosse, silencieuse, et que je refusais de jouer le jeu de la mondaine. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'ils comploteraient activement pour détruire ma vie juste pour maintenir leurs adhésions au country club et leurs voitures de luxe. « Pourquoi me montrez-vous ça » ai-je murmuré, une larme glissant sur ma joue et tombant sur la signature falsifiée. « Si je suis votre garantie, pourquoi vous souciez-vous que mon père ait ruiné mon crédit ou m'ait piégé? Vous êtes un criminel. Pourquoi ma ruine vous importe-t-elle » Roman se leva lentement. Il contourna le bureau en verre, sa silhouette imposante réduisant la distance entre nous. J'ai tressailli, attendant instinctivement une réprimande sévère. Mais il s'est simplement appuyé contre le bord du bureau, me regardant avec un regard qui brûlait à travers mes insécurités. « Parce que je ne tolère pas les balances, » dit Roman. Sa voix était un ronronnement mortel et vibrant. « Et je ne tolère pas les hommes qui sacrifient les femmes qu'ils sont censés protéger. Je suis beaucoup de choses terribles, Sadie, mais je protège ce qui est à moi. Et en ce moment, vous êtes à moi.
Il a tendu la main, sa grande main chaude saisissant doucement mon menton. J'ai eu un léger hoquet au contact, m'attendant à ce qu'il se retire avec dégoût devant la douceur de mon visage. Au lieu de cela, son pouce a essuyé la larme sur ma joue. Son contact était étonnamment tendre. « Votre père me doit 3,4 millions de dollars, murmura Roman, ses yeux tombant brièvement sur mes lèvres avant de remonter pour croiser mon regard choqué. Mais il vous doit une vie. Vous êtes une comptable brillante. J'ai vu vos vrais audits. Vous avez repéré des anomalies que des cabinets comme Deloitte ont manquées. Je veux que vous travailliez pour moi. Nous allons démanteler l'empire de Thomas Miller brique par brique, et vous allez m'aider à le réduire en cendres. Pendant les 3 semaines suivantes, le bureau de Roman est devenu mon sanctuaire et ma salle de guerre. La peur écrasante qui avait défini ma première nuit au domaine s'est lentement évaporée, remplacée par une détermination féroce et brûlante. Je n'étais plus la fille pathétique et en surpoids qui se cachait dans l'ombre de la famille Miller. J'étais une arme, et Roman Costa m'apprenait à viser. Nous passions des heures penchées sur les terminaux Bloomberg lumineux et les piles de rapports financiers. J'ai plongé dans le réseau complexe de la tromperie de mon père, traquant l'argent fantôme à travers un labyrinthe de sociétés fictives. C'était un travail angoissant, mais j'étais exceptionnellement doué pour ça. Le syndicat de Roman, malgré sa nature illicite, fonctionnait avec la complexité financière d'une entreprise du Fortune 500, et il me faisait implicitement confiance avec les données. Un mardi après-midi pluvieux, l'air du bureau était épais de l'odeur de l'expresso et du vieux papier. J'étais assise au bureau secondaire que Roman avait installé pour moi, examinant une série de virements électroniques acheminés par une petite banque de Zurich. J'avais recoupé les dates avec les carnets de voyage de mon frère Gregory, des carnets que l'équipe de sécurité de Roman avait obtenus sans effort. Je les trouvais, ai-je soufflé, mon cœur martelant mes côtes. Roman, qui examinait un contrat sur le canapé en cuir de l'autre côté de la pièce, a levé les yeux. Il a posé sa tablette et a traversé la pièce en 3 longues enjambées, venant se tenir directement derrière ma chaise. Il s'est penché, sa poitrine frôlant mon épaule. L'odeur de bois de santal et de ligne propre et coûteux m'a enveloppé, envoyant une décharge électrique soudaine le long de ma colonne vertébrale. « Montrez-moi » a-t-il murmuré, sa voix un grondement sourd, juste à côté de mon oreille. J'ai dégluti difficilement, essayant d'ignorer la chaleur soudaine qui s'accumulait dans mon estomac. J'ai pointé un doigt tremblant vers l'écran. « Regardez les dates. Chaque fois que mon père a manqué un paiement à votre syndicat l'année dernière, un virement de exactement 200 000 $ a été initié depuis le compte offshore à mon nom. Mais il n'est pas allé au créancier. Il a été acheminé vers un fonds de capital investissement géré par le colocataire de Gregory à Yale. » La mâchoire de Roman s'est crispée. Il siphonnait le capital du syndicat pour financer les projets de start-up personnels de Gregory, tout en me disant qu'ils étaient fauchés. « Oui, ai-je dit, un goût amer montant dans ma bouche. Et ils ont laissé une trace écrite menant directement à moi. Si vos hommes avaient tué mon père, la dette m'aurait été transférée. Si le Fédéral Bureau d'investigation avait perquisitionné la maison, je serais le seul nom sur l'acte d'accusation. » Je me suis penché en arrière dans ma chaise, soudainement submergé par l'ampleur de leur cruauté. J'ai croisé les bras sur mon ventre, une vieille habitude défensive. Ils me détestaient vraiment, ai-je murmuré, la vulnérabilité s'échappant avant que je puisse l'arrêter. Il me détestait tellement que me jeter au loup n'était qu'une transaction commerciale pratique. Roman est devenu complètement immobile. Il a contourné ma chaise et s'est accroupi devant moi, me forçant à le regarder. Ses yeux sombres brûlaient d'une fureur à peine contenue, mais elle n'était pas dirigée contre moi. « Arrêtez de faire ça », ordonna Roman doucement. « Faire quoi ?» ai-je demandé, ma voix se brisant. « Vous cacher » a-t-il dit, tendant doucement la main pour écarter mes bras de mon ventre. Chaque fois que vous vous sentez en insécurité, vous essayez de vous rétrécir. Vous croisez les bras, vous vous courbez les épaules. Vous essayez de vous excuser pour l'espace que vous occupez dans cette pièce. Des larmes ont piqué mes yeux. Parce que j'en prends trop, ai-je avoué, les mots toxiques de ma mère résonnant dans ma tête. Regardez-moi, Roman. Je ne suis pas le genre de femme que les hommes comme vous gardent. Je suis grosse. Je suis lourde, je ne suis qu'une garantie. L'expression de Roman s'est assombrie, mais son contact est resté incroyablement doux. Ses grandes mains se sont posées sur mes cuisses épaisses,
la chaleur de ses paumes brûlant à travers le tissu de mon pantalon. J'ai eu un hoquet, totalement inhabité à être touché avec révérence au lieu de ridicule. Votre famille vous a nourri de mensonges pour vous garder faible, Sadie, parce qu'ils savaient que vous étiez la seule personne vraiment intelligente dans cette maison, a dit Roman, sa voix vibrant d'une conviction absolue. Je ne veux pas d'une mondaine frêle et affamée qui se brise au moindre coup de vent. Je vous regarde et je vois une femme avec la force de porter un empire. Je vois des courbes qui sont faites pour être vénérées, pas cachées. Vous êtes magnifique, et j'arracherai la langue de quiconque vous dira le contraire. Un sanglot s'est arraché de ma gorge. Personne ne m'avait jamais parlé comme ça. Personne n'avait jamais regardé mon corps lourd et y avait vu de la puissance au lieu de l'échec. Roman s'est levé, m'entraînant avec lui, jusqu'à ce que je sois pressé contre son torse solide. J'ai enroulé mes bras autour de sa taille, enfouissant mon visage dans sa chemise, et j'ai laissé la dernière de ma honte de toute une vie se fracturer et se briser dans son étreinte. Mais notre paix fragile a été violemment brisée quelques heures plus tard. Il était plus de minuit lorsque le vaste domaine a été plongé dans l'obscurité totale. Le réseau électrique avait été coupé. Avant même que je puisse enregistrer le silence soudain et total, le craquement assourdissant d'un coup de feu a brisé la vitre de la fenêtre de ma chambre. Mon père avait compris ce que je faisais. Thomas Miller n'avait pas envoyé d'hommes pour sauver sa fille. Il avait envoyé des hommes pour éliminer le seul témoin qui pouvait démêler son empire frauduleux, prouvant une fois pour toutes que pour ma famille, mon sang était toujours moins cher que leur argent. Le craquement assourdissant du coup de feu résonnait encore dans mes oreilles lorsque la lourde porte en chêne de ma chambre a été enfoncée. J'étais figé sur le sol, entouré des éclats scintillants de la fenêtre brisée, l'air glacial de la montagne s'engouffrant par le vide soudain dans la vitre. La panique pure m'a paralysé. Mon grand corps semblait entièrement pétrifié alors que je fixais le trou de balle logé profondément dans la tête de lit en acajou, à quelques centimètres de l'endroit où je me tenais un instant auparavant. Sadie. La voix de Roman a percé le sifflement dans mes oreilles. Il ne ressemblait plus à un homme d'affaires. Il ressemblait au diable lui-même. Il était vêtu d'un équipement tactique noir, un Glock 19 noir mat fermement agrippé dans sa main droite. En une fraction de seconde, il a traversé la pièce, son grand corps protégeant le mien de la fenêtre exposée. « Êtes-vous touché » a-t-il demandé, ses mains vérifiant rapidement mes bras, ma poitrine et mon visage. « Parlez-moi, Sadie. »« Je vais bien, » ai-je balbutié, ma voix à peine un couinement alors qu'un violent tremblement s'emparait de tout mon corps. J'ai juste entendu la vitre. Je suis tombé par terre. « Bonne fille » a soufflé Roman, me relevant d'un bras enroulé fermement autour de ma taille épaisse. Gardez la tête baissée, on bouge. Il m'a pratiquement porté dans le couloir. Le vaste domaine, habituellement si serein et méticuleusement éclairé, était plongé dans une obscurité absolue, à l'exception de la faible lueur rouge des lumières de secours qui pulsaient le long des plaintes. En bas, les bruits étouffés de cris et le bruit terrifiant et reconnaissable de tirs avec silencieux résonnaient depuis le hall. Les hommes de Roman affrontaient activement les intrus. Je me suis accroché au gilet tactique de Roman, mes pieds nus se déplaçant silencieusement sur le tapis moelleux. Nous nous sommes dirigés rapidement vers l'aile ouest. « Où allons-nous » ai-je chuchoté frénétiquement. « Qui fait ça ?»« Mon périmètre de sécurité a été violé à la porte sud » a dit Roman, sa voix terrifiante de calme alors qu'il vérifiait les coins avant d'avancer. Ils ont contourné un système de sécurité Cisco de pointe, ce qui signifie qu'ils avaient des codes internes. Seules quelques personnes ont ces codes, Sadie. Et l'une d'elles est l'architecte qui a conçu cette maison il y a 10 ans. Mon estomac s'est noué. L'architecte. Le cabinet de mon père, le Miller Commercial Group, avait commencé dans la conception de luxe résidentiel avant de passer à l'immobilier commercial. Mon père, ai-je étouffé, une nouvelle vague de nausées me frappant. Il leur a donné les plans. Il ne leur a pas seulement donné les plans, a grogné Roman, me poussant derrière lui, alors que nous approchions d'une lourde porte en acier, au bout du couloir. Il a tapé un code complexe sur le clavier. Il a engagé des professionnels pour vous faire taire. La lourde porte a cliqué, et s'est ouverte, révélant une chambre forte ultramoderne avec une batterie d'écran de surveillance lumineux, des fournitures médicales et des murs renforcés en Kevlar. Roman m'a fait entrer et a verrouillé la porte derrière nous
nous plongeant dans la lueur froide et silencieuse des écrans de sécurité. Sur les moniteurs, j'ai regardé avec une horreur absolue une guerre localisée se dérouler dans le luxueux salon où j'étais assise quelques heures auparavant. Des hommes en équipement tactique sombre échangeaient des tirs avec l'équipe de sécurité de Roman. Samuel, le garde aux larges épaules qui m'avait accueilli, nettoyait méthodiquement la cuisine avec un pistolet mitrailleur MP5. « Je n'arrive pas à y croire », ai-je sangloté, enroulant mes bras autour de ma taille, essayant de me faire plus petite, essayant de comprimer l'agonie absolue qui fleurissait dans ma poitrine. Je savais qu'il ne m'aimait pas. Je savais que j'étais juste la déception grosse et laide qu'il cachait dans le grenier. Mais envoyer des tueurs à gages? Essayer de me tuer pour de vrai? Roman s'est détourné des moniteurs. Il a posé son arme sur la table en métal et a traversé la petite pièce, me saisissant par les épaules. Ses yeux sombres étaient féroces, complètement dépourvus du calcul froid qui le définissait habituellement. « Écoutez-moi » a ordonné Roman, me secouant légèrement pour me sortir de ma panique grandissante. Cela n'a rien à voir avec le fait que vous soyez une déception. Cela a tout à voir avec le fait que vous soyez une menace. Thomas réalise que vous êtes assez intelligente pour démêler tout son empire frauduleux. Vous êtes la seule personne qui peut prouver qu'il a falsifié ces sociétés à responsabilité limitée du Delaware. Il n'essaye pas de vous tuer parce que vous êtes faible, Sadie. Il essaye de vous tuer parce qu'il est absolument terrifié par votre pouvoir. Je l'ai regardé, la poitrine haletante. L'idée que mon père, le commandant et terrifiant Thomas Miller, avait peur de moi semblait complètement absurde, mais profondément enivrante. Avant que je puisse traiter le changement dans mon propre esprit, la radio sur le bureau a crépité. La voix graveleuse de Samuel a rempli la chambre forte. « Patron, la maison est sécurisée. 4 hostiles à terre. On en a pris un vivant. Il est dans le garage souterrain. » Roman a appuyé sur le bouton de communication. « Attachez-le à la chaise. Déshabillez-le. Je descends. » Roman s'est tourné vers moi, la mâchoire serrée dans une ligne rigide de pure fureur. « Restez ici. Verrouillez la porte. Ne l'ouvrez pour personne d'autre que moi. »« Non » ai-je dit. Le mot est sorti avant que je puisse l'arrêter. Je me suis surprise moi-même. Je ne l'ai pas chuchoté. Je l'ai déclaré comme un fait. Roman a fait une pause, la main sur la lourde porte en acier. « Non, je viens avec vous » ai-je dit, forçant mes jambes tremblantes à se stabiliser. J'ai resserré mon cardigan doux sur ma poitrine, me redressant de toute ma hauteur. Si ma famille a payé cet homme pour me mettre une balle dans la tête, je veux le regarder dans les yeux quand il vous dira combien valait ma vie. Un lent sourire sombre s'est étendu sur le beau visage de Roman. C'était un regard d'approbation dangereuse. Il n'a pas discuté. Il a ramassé son Glock, a vérifié le chargeur et a hoché la tête. « Restez derrière moi. » Nous avons descendu l'escalier de secours, l'air devenant humide et sentant fortement la cordite et le cuivre. Quand nous avons atteint le vaste garage souterrain, les lumières fluorescentes crues ont illuminé une scène brutale. Un homme en équipement tactique noir était attaché à une chaise pliante en métal, saignant abondamment de l'épaule. Samuel se tenait à côté de lui, complètement imperturbable par le sang. Roman s'est approché de l'homme ligoté, dégageant une terrifiante menace silencieuse. « Qui détient votre contrat ?» Le tueur à gages a craché un caillot de sang sur le sol en béton. « Allez au diable, Costa. » Roman n'a pas bronché. Il a simplement levé son pistolet et a tiré sur l'homme au genou. La détonation assourdissante dans le garage a été suivie instantanément par le cri d'agonie du tueur. J'ai tressailli, saisissant instinctivement le dos du gilet de Roman, mais je n'ai pas détourné le regard. Je ne pouvais pas détourner le regard. « Je vais vous le demander une dernière fois », a dit Roman, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. « Qui détient le contrat ?» L'homme, sanglotant et se débattant contre les attaches, a cherché de l'air. « Miller. » C'était Gregory Miller. Il nous a contactés sur le dark web via un portail crypté. Il nous a payé en bitcoin, 300 000 $ d'avance et 300 000 autres à la confirmation de la mort de la fille. 600 000 $. Mon frère, qui ne pouvait même pas équilibrer son propre chéquier, avait utilisé l'argent volé du syndicat pour engager une équipe de tueurs pour sa propre sœur. Roman a baissé son arme, tournant légèrement la tête pour me regarder par-dessus son épaule. La fureur dans ses yeux s'était solidifiée en quelque chose de beaucoup plus froid, de plus absolu. « Êtes-vous prête à les réduire en cendres, Sadie »
a-t-il demandé. J'ai regardé le tueur à gages ensanglanté, puis l'homme qui m'avait protégé quand mon propre sang avait essayé de me massacrer. J'ai senti les derniers fils de loyauté envers la famille Miller se rompre, se sectionnant nettement dans ma poitrine. « Oui », ai-je répondu, ma voix stable, résonnante et totalement dépourvue de peur. « Je veux les ruiner. » Le matin suivant l'attaque, l'air dans le bureau de Roman était électrique de vengeance froide et calculée. Je n'avais pas dormi, fonctionnant à l'adrénaline pure, et à une rage si profonde qu'elle semblait être une entité physique à l'intérieur de mes côtes. Assise au terminal Bloomberg, baigné dans la lumière bleue des moniteurs, je n'étais plus une comptable équilibrant des registres frauduleux. J'étais une exécutrice financière. J'ai contourné l'authentification des comptes de la Banque nationale des Caïmans, ai-je annoncé, les yeux rivés sur l'écran. Parce que Gregory est un idiot, il a utilisé mon numéro de sécurité sociale pour créer la société Écran. Légalement, je suis l'unique propriétaire du Trust Offshore. Roman se tenait près de la fenêtre, regardant le lever du soleil sur les Catskills avec une tasse de café fumante. Il s'est retourné, un sourire admiratif jouant sur ses lèvres. Et les fonds? Je lance un virement via un protocole de routage sécurisé, ai-je expliqué, en cliquant sur la dernière case d'autorisation. Je ne reprends pas seulement vos 3,4 millions, Roman. Je prends tout. Le capital de démarrage de Gregory, la réserve d'urgence de mon père, les actifs liquides liés à la propriété commerciale de Stamford. Tout afflue vers vos comptes de holding. Roman s'est approché, posant une main chaude sur mon épaule, son pouce traçant doucement ma clavicule. En leur laissant combien exactement? 0, ai-je dit en appuyant sur Entrée. Une bannière de confirmation verte a clignoté. Ils sont sans le sou. Plus important encore, j'ai compilé les données brutes détaillant leur fraude électronique, leur évasion fiscale et leur blanchiment d'argent. J'ai programmé un interrupteur de l'homme mort. À midi pile aujourd'hui, ce dossier sera envoyé de manière sécurisée au Fédéral Bureau d'investigation, au service des impôts et à la commission des opérations de bourse. La poitrine de Romain a grondé d'un rire sombre. Vous êtes terrifiante, Sadie. Vous vouliez dire que je suis magnifique, ai-je répondu, me penchant contre son contact, enfin à l'aise dans l'espace que mon corps occupait. Terrifiante est un joli bonus. Il est temps de le leur faire savoir, a déclaré Roman, sa voix tombant dans une cadence mortelle. Habillez-vous pour une réunion. Nous allons à Stamford. 2 heures plus tard, un convoi de 3 VUS noirs aux vitres teintées a quitté le domaine. J'étais assise dans le véhicule du milieu, vêtue d'un tailleur pantalon vert émeraude, bien coupé, qui épousait parfaitement mes courbes. Je portais ma taille comme une armure. Roman était assis à côté de moi, dégageant une autorité absolue dans un costume bleu nuit sur mesure. Lorsque nous sommes arrivés au siège du Miller Commercial Group, les yeux de la réceptionniste se sont écarquillés de terreur pure alors que Roman Costa et 4 gardes lourdement armés franchissaient les portes en verre. Nous avons contourné la sécurité et pris l'ascenseur privé jusqu'à l'étage de la direction. Sans frapper, Samuel a enfoncé les lourdes portes en acajou du bureau d'angle de mon père. Mon père, Thomas, était assis à son bureau, un verre de scotch à la main. Gregory faisait les 100 pas. Les 2 hommes se sont figés, le sang se retirant de leur visage alors que Roman entrait dans la pièce. Mais c'est quand je suis sorti de derrière la silhouette imposante de Roman que la véritable horreur les a frappés. Mon père a laissé tomber son verre. Il s'est brisé, le scotch s'étalant autour de ses mocassins coûteux. Gregory a reculé, heurtant la fenêtre panoramique, sa bouche s'ouvrant et se fermant sous le choc. Sadie a étouffé mon père, ses yeux balayant frénétiquement la pièce. « Tu es vivante ?»« Non, merci à vous, Thomas, » a dit Roman d'un ton suave, s'installant confortablement sur le canapé en cuir. « Votre équipe de tueurs était très peu professionnelle. Je m'attendais à mieux pour 600 000 $. Gregory s'est affalé sur une chaise, se prenant la tête entre les mains. « Il sait, papa, il sait tout. » J'ai marché lentement vers le bureau de mon père. J'ai posé mes mains fermement sur le bois poli et je me suis penché en avant, le forçant à regarder la fille grosse et inutile qu'il avait tenté de massacrer. « J'ai réglé la dette du syndicat, papa, » ai-je dit, ma voix dégoulinant d'une autorité froide. Je me suis connecté au compte des Caïmans. Roman a récupéré son argent. « Tu as fait quoi ?» a hurlé Gregory en se levant d'un bond.
Espèce de vache stupide. Ces comptes nécessitent une double authentification. Ils nécessitent le numéro de sécurité sociale du garant principal. L'ai-je corrigé, le faisant taire d'un regard foudroyant. L'argent a disparu, Grégory. 2. Tes fonds de démarrage, les réserves d'urgence. Vous avez exactement $0 à votre nom. Mon père s'est effondré sur sa chaise, se tenant la poitrine. Tu nous as ruinés. Nous allons perdre l'entreprise. Vous vous êtes ruiné vous-même, ai-je claqué, frappant ma main sur le bureau. Vous m'avez vendu à un syndicat mafieux pour sauver vos propres vies pathétiques. Et quand vous avez réalisé que je pourrais survivre, vous avez payé des hommes pour me tirer dessus. J'ai pris une profonde inspiration, jetant un coup d'œil à la Rolex à mon poignet. Il était 11h58 du matin. Dans exactement 2 minutes, ai-je continué. Un dossier crypté de votre blanchiment d'argent offshore et de votre fraude électronique arrivera dans la boîte de réception de la division des crimes en col blanc du Fédéral Bureau d'investigation. Non, a murmuré mon père, des larmes de panique coulant sur son visage. Sadie, s'il te plaît, tu iras en prison aussi. Ton nom est sur ces documents. J'ai regardé Roman, qui a souri avec une fierté terrifiante et a fait un léger signe de tête. Je n'irai nulle part, ai-je dit, me retournant vers l'homme pathétique qui m'avait engendré. Il y a 30 minutes, l'équipe juridique de Roman a déposé une déclaration sous serment de coercition, m'accordant une immunité fédérale complète, en tant que témoin protégé, contraint à la fraude financière sous la menace de la mort. Vous leur avez donné la couverture parfaite lorsque vous m'avez livré au syndicat Costa. Dehors, le son strident des sirènes a commencé à résonner dans le centre-ville de Stamford. Les gyrophares rouges et bleus des véhicules tactiques fédéraux se reflétaient sur le bâtiment en verre de l'autre côté de la rue. Je me suis détourné de mon père alors qu'il pleurait. Je suis retourné vers Roman, qui m'a offert son bras. Je l'ai pris, la tête haute, alors que nous sortions, laissant les hommes Miller à la ruine absolue qu'ils avaient construite pour eux-mêmes. Le trajet de retour vers les montagnes Catskill était très différent de mon premier voyage dans le VUS blindé de Roman Costa. Je n'étais pas une otage terrifiée, se recroquevillant dans son coin, en s'excusant de son existence. J'étais assise droite, le tissu vert émeraude de mon tailleur impeccable contre l'intérieur en cuir sombre. Ma main reposait en toute sécurité dans celle de Roman. La radio jouait doucement en fond sonore, mais bientôt la programmation régulière a été interrompue par une nouvelle de dernière minute. La voix du présentateur a rempli l'habitacle, annonçant le raid sans précédent du Fédéral Bureau d'investigation sur le Miller Commercial Group et les arrestations subséquentes de Thomas et Gregory Miller pour des accusations fédérales de racket, de fraude électronique et de complot en vue de commettre un meurtre. J'ai écouté le bulletin d'information alors qu'il détaillait les preuves exactes que j'avais compilées. Un profond sentiment de clôture m'a envahi. Pendant 24 ans, j'avais cru que j'étais le fardeau de la famille Miller. Maintenant, j'étais l'architecte de leur ruine. Quand nous sommes finalement retournés au vaste domaine de montagne, la tempête d'il y a quelques semaines semblait remonter à une éternité. La maison était calme, sécurisée et baignée dans la lueur ambrée et chaude du soleil couchant. Madame Gable nous a accueillis dans le hall avec 2 verres de bourbon millésimés, m'offrant un sourire chaleureux et sincère qui montrait clairement qu'elle savait exactement ce que nous avions accompli aujourd'hui. Roman m'a conduite dans son bureau, notre bureau maintenant, et il a fermé les lourdes portes derrière nous. Il s'est dirigé vers son bureau, a pris une gorgée de son bourbon, puis a ouvert le tiroir du bas. Il en a sorti un mince dossier manille sans marque et me l'a tendu. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé en m'avançant, le bruit de mes talons claquant avec assurance sur le parquet. « Une confession », a dit Roman calmement, ses yeux sombres observant attentivement mon visage. « Avant d'aller plus loin, Sadie, vous devez savoir exactement comment nous en sommes arrivés là. » J'ai pris le dossier, un léger froncement de sourcils plissant mon front, et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie d'un rapport d'audit que j'avais préparé plus d'1 an auparavant. C'était une analyse médico-légale complexe d'une société de logistique opérant depuis le New Jersey, une société que mon père avait tenté d'acquérir. J'avais déconseillé de le faire, ayant trouvé des irrégularités massives dans leurs comptes offshore. Mon père m'avait ignoré, s'était moqué de mon rapport et avait renvoyé le cabinet de conseil que j'avais utilisé pour recueillir les données. Mais jointes à mon rapport, il y avait des photographies. Des photos de surveillance. Des photos de moi sortant de ma boulangerie préférée.
Des photos de moi assise à la bibliothèque locale, entourée de livres de droit fiscal. Des photos de moi dans mes pulls trop grands, essayant de me cacher du monde. Mon souffle s'est coupé. J'ai levé les yeux vers Romain, mon pouls martelant un rythme effréné contre ma clavicule. Vous me faisiez suivre, il y a 1 an. Romain a posé son verre et a lentement réduit la distance entre nous. La société de logistique que votre père a essayé d'acheter était l'une des façades de mon syndicat. Quand Thomas a soumis sa vérification financière, j'ai lu l'audit médico-légal qui y était joint. C'était brillant. Il a démantelé mon opération de blanchiment d'argent avec une précision que je n'avais jamais vue auparavant. Il a fallu des semaines à mes meilleurs pirates informatiques pour comprendre comment vous aviez même retracé les fonds. Il a tendu la main, ses phalanges effleurant doucement ma joue douce. Je devais savoir qui possédait un tel génie, quand j'ai découvert que c'était la fille de Thomas Miller, la fille qu'il gardait cachée comme un secret honteux. J'étais furieux. Mais plus que ça, j'étais captivé. Je l'ai regardé fixement. Mon esprit tourbillonnait alors que les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Vous n'avez pas prêté cet argent à mon père parce que vous pensiez que son projet de Boston réussirait. Vous saviez qu'il était toxique. Je savais qu'il ferait défaut, a confirmé Roman. Sa voix était un ronronnement sourd et vibrant. Je savais qu'il était arrogant. Et je savais qu'il utiliserait votre nom pour couvrir ses traces. J'ai systématiquement acculé Thomas Miller dans un coin avec une seule sortie. Je vous voulais, c'est dit. Je voulais votre esprit pour mon empire. Et je voulais vous sortir de cette maison toxique. Quand il vous a offerte comme garantie, ce n'était pas un caprice désespéré. C'était le résultat exact que j'avais orchestré pendant 12 mois. Il y a 1 an, j'aurais été terrifié par ce niveau de manipulation impitoyable. Mais debout ici maintenant, portant l'armure qu'il m'avait aidé à forger, j'ai ressenti une vague de pouvoir écrasante. Roman Costa, l'homme le plus redouté de la côte Est, ne m'avait pas vu comme un pion. Il m'avait vu comme une reine. Et il avait truqué tout l'échiquier, juste pour me frayer un chemin vers le trône. « Vous êtes un monstre, Roman », ai-je murmuré, bien qu'il n'y ait aucune méchanceté dans mes paroles. C'était une déclaration de fait, prononcée avec une profonde révérence. « Je le suis », a-t-il convenu, enroulant ses grands bras autour de ma taille épaisse et me tirant contre son torse dur. « Mais je suis votre monstre, Sadie. Je brûlerai des villes pour vous garder en sécurité. Je mettrai en pièces quiconque vous fera sentir moins que la déesse absolue que vous êtes. Je ne vous veux pas seulement comme ma directrice financière. Je vous veux comme ma partenaire en tout. » Il n'a pas attendu de réponse. Il s'est penché et a capturé mes lèvres dans un baiser brûlant et possessif. Ce n'était pas un baiser doux et poli. C'était une marque. Il avait le goût de bourbon coûteux, de sombres promesses et d'une dévotion absolue. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas essayé de me reculer. Je ne me suis pas inquiété de la douceur de mon ventre pressé contre ses abdominaux ou de la largeur de mes hanches dans son étreinte. Je me suis abandonné au baiser, emmêlant mes mains dans ses cheveux sombres, lui rendant son baiser avec une faim féroce et brûlante qui égalait la sienne. Quand nous nous sommes finalement séparés, à bout de souffle et liés l'un à l'autre dans le crépuscule silencieux du bureau, Roman a posé son front contre le mien. « Le syndicat va devenir légitime, Sadie, » a-t-il murmuré. « Nous dissolvons les opérations illicites, blanchissant le capital à travers l'immobilier que vous allez acquérir. Vous allez construire un nouvel empire et personne n'osera jamais défier le nom Miller Costa. » 2 ans plus tard, cette promesse est devenue une réalité. Je me tenais sur le balcon de notre penthouse, surplombant la ligne d'horizon de Manhattan, une coupe de champagne à la main. Je portais une robe en soie rouge rubis faite sur mesure, qui épousait mes courbes, mettant en valeur le corps lourd et magnifique que mon mari vénérait chaque nuit. Les nouvelles ne parlaient plus de Thomas et Gregory Miller, qui purgeaient actuellement des peines consécutives de 30 ans dans un pénitencier fédéral. Au lieu de cela, elles parlaient de Sadie Costa, la brillante PDG de Costa Holdings, une femme qui avait pris d'assaut le monde de la finance. J'avais pris les morceaux brisés et frauduleux de mon passé et les avais forgés en un avenir impénétrable. Je n'étais plus une garantie, j'étais la patronne. Et alors que Roman sortait sur le balcon, enroulant ses bras autour de ma taille et déposant un baiser sur la courbe de mon épaule, je savais que la dette était enfin et définitivement réglée. Waouh, quel parcours! Sadie est passée d'une fille cachée et négligée à une véritable force de la nature,
prouvant que la vraie valeur n'a absolument rien à voir avec les normes étroites de la société, mais tout à voir avec la brillance de votre esprit et le feu dans votre âme. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance ultime, de romance mafieuse et de reconquête du pouvoir personnel, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle sa propre force féroce et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires palpitantes, dramatiques et inspirées de la vie réelle. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du plan magistral de Roman.